Chers téléspectateurs, bonjour. Dans notre Zoom du jour, nous allons parler des questions liées à l'énergie, le nucléaire, les éoliennes, l'explosion de votre facture, ce qu'on ne vous dit pas, ce qui se passe dans les coulisses du pouvoir. Pour en parler, nous recevons Fabien Bouglet. Fabien Bouglet, bonjour. Bonjour Renaud Bourleuf. Alors Fabien Bouglet, vous êtes expert en politique énergétique, vous êtes un véritable lanceur d'alerte sur la question des éoliennes, vous êtes l'auteur de Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial et de Éoliennes, la face noire de la transition écologique. Et vous êtes depuis peu le rédacteur de la publication du magazine Transition et Énergie. Tout à fait. Et un magazine créé il y a 6 ans dont vous nous présentez la nouvelle formule. Tout à fait. En fait, en mai dernier, Éric Lesser, qui est le rédacteur en chef de la revue Transition et Énergie, m'a interviewé sur un numéro spécial EDF, le fiasco. Et à l'issue de cette interview, Éric me dit, est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui pourrait être intéressé par le rachat du magazine Transition et Énergie pour le relancer, pour le redynamiser. Et en fait, j'ai fait un tour de table qui comprend Éric Lesser et le Centre de recherche pour le mix énergétique qui est présidé par Xavier Moreno, qui a créé un think tank pour la rationalité, pour rationaliser et pour faire des études sur les questions énergétiques et qui est totalement sur la même longueur d'onde que moi et que d'autres personnes autour de ce think tank. Et donc à 3, nous avons repris, donc j'en suis actionnaire, mais également directeur de publication et directeur général de la société qui a repris le titre. Et qui a repris le titre le 24 juillet. Et nous avons fait une nouvelle formule pour le numéro 26, avec une nouvelle maquette, un nouveau format, 30 pages supplémentaires, de nouvelles pages. On axe sur les photos et sur les interviews. Et surtout, l'objectif, c'est de faire ce magazine un magazine de formation et d'information des élus, mais aussi de nos concitoyens, sur un sujet qui est obscur parfois et pour lequel les Français veulent des informations. D'ailleurs, on a publié un sondage IFOP qui a été commandé par New Covalent et le CEREME sur l'objectif et ce que souhaitent les Français dans le domaine de l'énergie. Et 75% des Français considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment informés sur l'énergie. Eh bien, en fait, l'objectif de ce magazine, alors ça marche du tonnerre. On a énormément de commandes sur le site internet Transition et Énergie et on a beaucoup d'achats dans les kiosques puisqu'on a fourni largement les kiosques partout en France. Alors oui, heureusement, ce magazine est plutôt simple. Il aborde des questions assez compliquées, assez techniques, heureusement de façon simple, de façon accessible au grand public. Et surtout, c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde. À force, déjà, dans un premier temps, ceux qui habitent dans les communes rurales, les éoliennes, la fin, point d'interrogation. Alors, avec cette belle construction métallique en feu, on se pose la question, est-ce bientôt la fin des éoliennes? Et si oui, comment est-ce possible? En fait, si vous voulez, il y a un énorme paradoxe actuellement que nous sommes en train de vivre en France. En France, on est en train de préparer la programmation pluriannuelle de l'énergie que d'ailleurs les lobbyistes éoliens voudraient accélérer. Ils voudraient accélérer l'implantation d'éoliennes. Et en décembre dernier, en décembre 2024, a été présenté le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie qui prévoyait une multiplication par 50 des éoliennes en mer, une multiplication par 2 des éoliennes terrestres et une multiplication par 4 des panneaux photovoltaïques. Et nous avons empêché, avec plusieurs événements, en particulier une conférence de presse organisée au Sénat à l'initiative de Vincent Louot, qui est sénateur Horizon. On a fait avec 80 parlementaires et 20 spécialistes des questions énergie. Alors, quand je parle de spécialistes, je parle des anciens dirigeants de la filière énergétique française. Je parle d'Henri Proglio, je parle d'André Merlin, qui a été président créateur de RTE, je parle de Louis Gallois, je parle de plein de personnalités qui sont au cœur de Bernard Accoyer, qui a été ancien président de l'Assemblée nationale. Et on a finalement empêché la promulgation de cette programmation pluriannuelle de l'énergie. Et là, nous allons voir d'ailleurs ce que va faire le Premier ministre. En tout état de cause, dans les prochains jours, il devrait y avoir un débat à l'Assemblée nationale, un débat pour établir les grandes lignes de cette politique énergétique et nous l'attendons avec beaucoup d'impatience. Et en même temps, cette programmation qui a été rédigée par des fonctionnaires, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a fait un dossier spécial « Comment les réseaux éoliens ont infiltré l'État », c'est pourquoi finalement on multiplie ces éoliennes et beaucoup de personnes me disaient « mais Monsieur Bouglet, vous avez écrit un livre qui a d'ailleurs été un succès de librairie, Éolienne, la face noire de la transition écologique, Nucléaire, les vérités cachées, Guerre de l'énergie au cœur de nouveaux conflits mondiaux, et c'est
totalement clair, net, limpide, rationnel, sourcé, documenté. Comment se fait-il que la politique énergétique de notre pays ne change pas? Eh bien, c'est en raison de l'infiltration, en particulier, de toute notre administration, de toute notre gouvernance énergétique, de toutes nos entreprises énergétiques par la filière éolienne. Donc ça, c'est la première situation en France. Et puis, l'énorme paradoxe, c'est que finalement, à l'échelle mondiale, eh bien, c'est une déroute financière complète. Pourquoi? Parce que le coût de production des éoliennes est en train d'exploser avec le coût des matières premières. On évalue, selon une étude de Wood Mackenzie, à 250 € le mégawattheure le coût de construction et de production des éoliennes en mer, qu'elles soient flottantes, et c'est encore plus cher pour les flottantes et pour les plantées. Donc on a une explosion des coûts, ce qui explique que beaucoup d'exploitants éoliens ou de fabricants d'éoliennes ont vu leur cours de bourse baisser quasiment de 80%. Ørsted, qui est un exploitant éolien danois, a vu son cours baisser de 80%. Et pourquoi? Parce qu'en fait, une grande partie des exploitants éoliens, une grande partie des fabricants d'éoliennes n'arrivent plus à construire de manière compétitive et beaucoup perdent énormément d'argent. Donc on a ce paradoxe que la France veut continuer dans une voie qui est vouée à l'échec, alors que le contexte mondial montre qu'on est très proche de la fin de cette politique éolienne. Mais parce qu'il y a quand même un point qui est tout simplement ahurissant, c'est qu'il y a une production en France qui est supérieure à la consommation, donc il y a une offre supérieure à la demande, et pourtant la facture augmente. Alors comment expliquer ce paradoxe qu'on ne voit que dans le marché de l'énergie? En fait, vous avez parfaitement raison. La première chose, c'est qu'il y a un constat, n'en déplaise à RTE, Réseau de transport d'électricité, qui d'ailleurs dont j'explique qu'il a été infiltré par des pro-éoliens. RTE nous annonçait des augmentations de consommation d'électricité. Patatras, depuis 2-3 ans, on a une baisse de consommation d'électricité. Et en même temps, comme on a beaucoup de production d'électricité, on est un des majors européens de l'exportation d'électricité, de l'ordre de 80 TWh. C'est considérable. 10 à 15% de notre électricité produite est exportée aux pays voisins. Et donc, si vous voulez, le problème, c'est que la facture d'électricité, elle est composée de 3 éléments. La première, c'est le coût de fabrication de l'électricité. Le deuxième, c'est les subventions aux éoliennes et aux panneaux solaires au travers d'une taxe qui s'appelle l'accise, que payent tous les consommateurs particuliers sur leur facture d'électricité. Et la troisième taxe, c'est la taxe de raccordement, qui est la taxe d'évolution des réseaux. Et en fait, RTE et Enedis ont annoncé 200 milliards d'euros pour les années qui viennent. Ah oui, il faut adapter les réseaux et il faut raccorder ces éoliennes et ces panneaux solaires. Et ça coûte un pognon de dingue. Et évidemment, RTE, Engie, le grand exploitant éolien et gazier, Madame Wargon de la Commission de régulation de l'énergie, s'expose dans les médias en disant que nous avons tort. Mais non, tous les chiffres le montrent. Il y a depuis 2014 une explosion de la facture d'électricité des Français qui a été multipliée par 2. Et si la programmation pluriannuelle de l'énergie continue dans le sens qu'elle a été rédigée et dans le sens que nous combattons, eh bien on aura une nouvelle multiplication par 2 de la facture d'électricité. Pourquoi? Eh bien pour 2 raisons. La première, c'est que l'accise, la taxe de subvention aux éoliennes va continuer à exploser. Et d'autre part, la taxe, le TURP, la taxe de raccordement des éoliennes et des panneaux solaires, va continuer à exploser. Et donc, c'est aujourd'hui vital parce que derrière, c'est le coût de production de l'électricité, c'est le coût pour nos entreprises, pour nos PME, PMI et pour les ménages. Parce que plus vous augmentez la facture d'électricité, plus le pouvoir d'achat diminue de nos concitoyens. Donc, il y a le double effet. La déstabilisation économique, et on l'a vu déjà. On l'a vu avec Michelin, qui a expliqué que l'entreprise fermait des usines parce que le coût de l'énergie avait explosé. On a Stellantis qui est en train de fermer des usines à cause du coût de l'électricité. En tout cas, c'est aussi par l'absence de commandes. Enfin, on a des indicateurs extrêmement précieux qui montrent, et évidemment, ces fermetures d'industrie vont aussi contribuer à une baisse de consommation globale de l'électricité. Et donc, effectivement, nous n'avons plus besoin, mais vraiment plus besoin d'énergie intermittente, ni éolienne, ni panneaux solaires.
Éolienne la fin, c'est le titre du dossier spécial de transition et énergie, parce que nous sommes en train d'arriver dans le champ des signes de la filière éolienne en France. Mais alors, ces éoliennes, quel est le meilleur plan ? Faut-il vraiment les démanteler ou alors plutôt privilégier le non-remplacement en fin d'utilisation ? De toute façon, on peut évaluer à l'aune d'un quinquennat de l'ordre de 20 à 25% le démantèlement des éoliennes arrivé en fin de vie. Moi, j'avais évalué dans le cadre de la présidentielle précédente que entre 2022 et 2027, il y aurait 25% du parc éolien qui serait démantelé. Donc évidemment, il y a un démantèlement naturel qui intervient par le non-remplacement des éoliennes existantes. Après, évidemment, la première chose, c'est d'arrêter toute politique d'installation, un moratoire, un arrêt définitif de toute installation d'énergie intermittente supplémentaire. On verra par ailleurs que ça a des conséquences terribles sur le réseau et que, on l'a vu avec l'exemple espagnol, un surcroît d'électricité solaire a conduit à un blackout en Espagne le 8 avril de l'année dernière. Donc il y a un danger, par exemple, avec les hôpitaux qui avaient leur énergie coupée. Exactement. Les hôpitaux, les ascenseurs se sont arrêtés d'un coup. Donc les respirateurs artificiels. Enfin, il y a eu énormément de mortalité du fait de cet arrêt d'électricité soudain qui est lié à l'explosion de la production de l'électricité solaire parce que vous déstabilisez le réseau. N'oubliez pas, les éoliennes et les panneaux solaires sont des énergies intermittentes et non pilotables. Elles produisent on ne sait pas quand, en tout cas quand il y a du jour pour le soleil, mais s'il n'y a pas de soleil, elles ne produisent pas. Et elles sont intermittentes, c'est-à-dire qu'elles produisent et de temps en temps elles ne produisent plus. Donc c'est vraiment un casse-tête absolument épouvantable et c'est d'autant plus un casse-tête pour la France que nous avons un mix électrique composé de 70% de centrales nucléaires et de 10 à 15% de barrages hydroélectriques. Donc, si vous voulez, cette histoire d'énergie intermittente, il faut bien l'avouer, ne sert strictement à rien, sinon déstabiliser le système énergétique français au profit des Allemands, par exemple, qui voient d'un très bon œil l'explosion de notre facture d'électricité pour déstabiliser la compétitivité économique de la France. Alors, il y a un point qui est plusieurs fois souligné dans votre magazine, qui montre bien que cette énergie éolienne n'est pas une voie d'avenir, c'est que de nombreuses institutions comme le GIEC, par exemple, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, il y aura une baisse du rythme du vent dans les années à venir. Donc, justement, si le vent baisse, il faut éviter les éoliennes. Oui, être alors, moins fonctionnel. C'est un dossier que j'ai rédigé sur le paradoxe de la baisse de production des éoliennes malgré l'augmentation de la puissance installée. Figurez-vous qu'en France, entre 2023 et 2024, on a eu une augmentation de 9% de la puissance installée, c'est-à-dire qu'on a eu 9% d'éoliennes installées en plus sur le sol français, à puissance équivalente moyenne, et on a eu une production qui a baissé de 8%. Comment se fait par rapport à l'année précédente? On avait plus d'éoliennes et on avait moins de production. On n'avait même pas la production équivalente, etc. Donc, il y avait un paradoxe. Et effectivement, c'est un dossier que j'ai rédigé parce qu'il y a 4 causes pour lesquelles, en fait, c'est pas parce que vous multipliez les éoliennes que vous aurez une augmentation proportionnelle de la production des éoliennes. Il y a même un point qui relève du bon sens, mais ça, c'est ce que vous soulignez, c'est que dans un champ, les premières éoliennes volent le vent pour les 2 secondes. Donc ça, c'est l'effet sillage. Voilà, et ça, c'est l'effet sillage. Et le paradoxe amusant, et on sourit, c'est que les exploitants éoliens se font des procès entre eux pour vol de vent, sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Donc c'est assez drôle, c'est assez comique de voir ces exploitants éoliens contre qui nous bataillons, batailler entre eux. Tu m'as volé le vent parce que tu as installé. Donc, premier effet, l'effet sillage. Et cet effet sillage, il a été calculé au niveau mondial par des scientifiques qui montrent qu'il y a une limitation mathématique de la production d'éoliennes dans le monde. Effet sillage. Le vieillissement des éoliennes. Il y a eu un économiste anglais qui a établi que les éoliennes produisaient 15% de leur capacité de production au bout de 10 ans et 10% au bout de 15 ans, alors qu'elles produisent 21% au bout d'1 an. C'est-à-dire que plus une éolienne vieillit, moins elle produit. C'est pour ça d'ailleurs qu'on remplace les éoliennes au bout de 20 ans.
les terrains les plus venteux ont été pris en premier. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, les exploitants éoliens ont pris les gisements de vent les plus intéressants. Et puis, globalement, le GIEC et d'autres, l'Institut Copernicus de la Commission européenne, ont établi qu'il y avait globalement une baisse des régimes de vent en Europe. Et on connaît maintenant des sécheresses de vent. C'est assez impressionnant. Et l'Allemagne a connu un Dunkelflaute, qui est le fait qu'il n'y avait ni vent ni soleil. Et là, je peux vous garantir qu'à ce moment-là, eh bien, les Allemands ont fait fonctionner les centrales au lignite d'une manière conséquente. Et c'est les centrales à charbon, c'est ça? Le lignite, c'est vraiment un charbon vraiment dégoûtant. Et c'est très intéressant, et je vous remercie de me donner cette possibilité d'évoquer cette question. Il faut comprendre une chose fondamentale. L'Allemagne a le record d'éoliennes et de panneaux solaires en Europe. Et pour autant, l'Allemagne, selon le site Electricity Map, donc j'invite d'ailleurs tous les téléspectateurs à aller voir le site Electricity Map, vous avez la carte d'Europe avec tous les pays par mode de production d'électricité. Eh bien, l'Allemagne émet en moyenne entre 10 et 15 fois plus de gaz à effet de serre que la France. La France est autour de 20 à 30 grammes de CO2 par kilowattheure produit, tandis que l'Allemagne est plutôt à 250-300 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Donc on a ce paradoxe que le pays des éoliennes, le pays des panneaux solaires, le pays qui a le plus d'éoliennes installées en Europe est le pays le plus polluant d'Europe en termes d'émissions de gaz à effet de serre, sans compter les particules fines des centrales au charbon. Donc il va falloir arrêter cette imposture, il va falloir arrêter cette escroquerie intellectuelle, parce que la France, avec son nucléaire et ses barrages, n'a pas besoin d'électricité intermittente. Oui. Alors vous le dites effectivement plusieurs fois, vous et vos rédacteurs dans le magazine, 95% de l'énergie française est décarbonée. Et alors justement... L'électricité, pas l'énergie. L'électricité, attention, pardon. Vous allez, on va vous Oula, oui, parce que l'énergie est oui. 3 fois plus importante. Donc l'électricité française est décarbonée à 95-98%. Par contre, effectivement, l'électricité française est décarbonée, mais le mix énergétique, comprenant les énergies fossiles, gaz, pétrole, à peu près à hauteur de 55%, lui n'est pas décarboné. Et alors, une petite définition, qu'entend-on par énergie décarbonée? Parce que justement, les militants de l'éolien vantent leur énergie décarbonée, mais le nucléaire l'est aussi, comme vous me rappelez maintes fois. Alors, l'énergie décarbonée, c'est l'électricité qui, pour sa production, de la mine du combustible sur la fabrication, dans ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, jusqu'au démantèlement, émet le moins de gaz à effet de serre, donc de charbon, de CO2. Donc ça se mesure en grammes par kilowattheure produit. Grammes de CO2 par kilowattheure produit. Il faut comprendre que le nucléaire, c'est le plus bas. 4 grammes de CO2 par kilowattheure produit. L'hydroélectricité est extrêmement bas également. Après, vous avez les éoliennes et les panneaux solaires qui doivent être autour de 20-30 grammes. Et puis après, vous avez le gaz qui est autour de 500 grammes. Puis vous avez le charbon qui est à 1000 grammes de CO2. Donc le CO2, c'est les émissions de carbone pour le mode de production d'électricité. Donc vous voyez que l'Allemagne n'a aucune leçon à donner, puisque en réalité, la France est le pays qui émet le moins de gaz à effet de serre au titre de son électricité. Mais dans le magazine, là on parlait de l'électricité, mais dans le magazine, on a fait un tableau de bord sur les émissions mondiales de carbone par pays. Et là, on voit que la Chine, c'est 26,2% des émissions de carbone, l'Inde, 7,7%, les États-Unis, 11,5%, et on a même du mal à trouver la France. La France, elle est là, à 0,7%. Alors, qu'est-ce à dire? Est-ce à dire que, en fait, la France, qui est le meilleur élève au monde en termes d'émissions de gaz à effet de serre, devrait emmerder sa population, devrait créer les DPE, créer les ZFE, créer la programmation pluriannuelle de l'énergie, multiplier des éoliennes pour compenser les augmentations, si tant est qu'elles ont besoin d'être baissées, les émissions de gaz à effet de serre de la Chine ou des États-Unis. Ça n'a aucun sens. Agnès Pannier-Runacher, c'est pas les Français qu'il faut emmerder. Quand vous dites qu'il y a une augmentation de la température en France, il faut aller voir
les personnes qui ont fermé Superphénix. Il faut aller voir les Allemands qui sont en train de polluer l'Europe et qui sont en train de contribuer aux émissions de gaz à effet de serre. Donc oui, je crois qu'il est temps de dénoncer de manière extrêmement forte cette imposture intellectuelle qui consiste à culpabiliser les Français, alors que les Français, sur la question des émissions de gaz à effet de serre, elles sont les personnes qui émettent le moins de gaz à effet de serre dans le monde. Tant pour le mix électrique que pour la consommation énergétique et la production de la totalité de son activité économique. Alors, et notre politique est due, vous en avez dit un mot et on va pouvoir approfondir ce point, un lobbying très très fort, vous le dites, c'est le sous-titre, on va dire, comment les réseaux éoliens ont infiltré l'État. Alors on a, dans votre dossier, vous décrivez le député socialiste François Brottes qui a voté la libéralisation des installations d'éoliennes, qui passe au sein de RTE. Et qui vote la libéralisation des éoliennes et qui vote aussi la loi de baisse de la part du nucléaire, qui arrange bien les Allemands, à 50% de la part de l'électricité. Et ces chers Allemands qui ont tout de même leur lobby éolien, l'OFAT, au ministère de l'écologie français. Oui, alors ça c'est... Et vous le dites avec humour, imagine-t-on un lobby de l'industrie nucléaire au ministère de l'environnement allemand? Oui, exactement. Non mais faut arrêter. Je veux dire, là on arrive vraiment à ce qui est difficilement soutenable. Je le dis à nos gouvernants, je le dis à Sébastien Lecornu, il est intolérable qu'un lobby éolien allemand se trouve à la Direction générale de l'énergie et du climat. Alors, puisque vous parlez de ce lobby, c'est l'OFATE, l'Office franco-allemand de la transition énergétique. C'était un lobby éolien. Il s'appelait avant Bureau de coordination éolienne franco-allemand. Et puis, progressivement, il s'est transformé. Et puis, quand on enquête, on découvre que c'est un lobby de droit allemand, avec une association qui est à son siège à Berlin. Quand on googlise l'adresse, parce qu'il ne mentionne pas l'adresse, eh bien on découvre que l'adresse, c'est le ministère de l'Industrie et de l'Économie allemande. Et on découvre que le directeur de ce lobby a un bureau au ministère de la Transition énergétique, à la DGEC. Alors on parle beaucoup d'État profond. La Direction générale de l'énergie et du climat, c'est le centre névralgique de la politique énergétique de la France. Donc, et c'est la DGEC, Direction générale de l'énergie et du climat, qui rédige la PPE 3. Donc, notre politique énergétique est rédigée par une direction dans laquelle il y a un bureau allemand et ce directeur, il dispose même d'une adresse écologie.gouv.fr. Donc, il doit avoir accès à l'intranet et donc il peut suivre toutes les discussions et les remonter à Berlin. Non mais, imagine-t-on ça? Et petite pointe particulière et symbolique, il y a l'adresse de ce lobby sur la fiche du directeur et cette adresse, c'est donc son bureau, la tour de la Défense et c'est marqué en dessous Deutschland sur sa fiche. C'est-à-dire que le lobby allemand considère que le bureau de l'OFATE se situe en Allemagne. C'est affolant, c'est terrifiant. C'est eux qui ont un véritable poids sur nos décisions, les décisions de nos politiques en matière énergétique. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les membres de l'OFAT, on retrouve RTE, Réseau de transport d'électricité, et c'est là, je ne vais pas dévoiler tout le dossier parce qu'il y a énormément de choses passionnantes à découvrir et je pense que nos téléspectateurs seront édifiés de vous découvrir autant d'informations cachées. C'est que François Brottes, député socialiste, il démissionne 2 jours après la promulgation de la loi de baisse de la part du nucléaire et 2 jours après, il est nommé patron de réseau de transport d'électricité. Et il faut parler de réseau de transport d'électricité qui est devenu, qui est devenu une succursale des exploitants éoliens. RTE, c'est une filiale d'EDF qui est chargée du raccordement des éoliennes au réseau. C'est les lignes à haute tension. Mais RTE a la fonction de raccordement des éoliennes au réseau, donc avoir un dirigeant parfaitement pro-éolien, ça permet de faciliter le raccordement des éoliennes.
RTE est l'entreprise propriétaire des actions du marché de l'électricité, du marché européen de l'électricité. RTE donne la priorité de réseau à la production éolienne ou à la production nucléaire, c'est elle qui choisit. Et RTE s'est arrogé le pouvoir de faire des scénarios ou d'établir des études sur la politique énergétique. Et évidemment, ça confère à cette entreprise un statut de poids, et en particulier pour les énergies renouvelables intermittentes, à telle enseigne que Les Échos titrait un article « RTE en 2023 », donc vous voyez ça a 2 ans, en 2023, RTE milite pour les énergies renouvelables. Milite. Donc on le voit, RTE, entreprise énergétique nationale, qui appartient à tous les Français, est totalement pilotée par la filière éolienne. Et quand François Brotte, qui était député, a quitté les fonctions de patron de RTE, c'est M. Piéchazic, qui était lui conseiller de François Hollande au moment des lois qui ont été établies sur les lois sur les éoliennes et le nucléaire, et M. Xavier Piéchazic, a remplacé François Brotte et a pris comme directrice de cabinet adjoint Pauline Lebertre, qui n'était autre que la déléguée générale du lobby des éoliennes, France Énergie Éolienne. Tous ces réseaux doivent grandement affaiblir nos dirigeants, même quand ils découvrent le pragmatisme avec les velléités d'Emmanuel Macron de relancer le nucléaire après la fermeture de Fessenheim. Ça fait en même temps qui aboutit à cette PPE terrible. Vous avez raison d'ailleurs. Qui a été sanctionnée d'ailleurs par l'Académie des sciences. Tout à fait. C'est l'alerte sur le caractère peu sérieux. Mais il faut voir la violence caricaturale de tous ces lobbyistes éoliens. Je pense à Nicolas Goldberg, qui est à la fois le patron de l'énergie à Terra Nova, lobbyiste consultant pour Columbus Consulting et l'expert énergie de France Télévisions. Vous voyez, lui, il ne fait jamais de déclaration d'intérêt quand il intervient dans les médias. Et Nicolas Goldberg ne fait qu'insulter l'intervention d'un André Merlin, d'ailleurs André Merlin qui est président de la société éditrice de Transition Énergie, qui n'est autre que le président fondateur de RTE et qui est effaré de voir l'évolution de l'entreprise qu'il a créée, la transformation. Et quand on voit Madame Wargon, Madame MacGregor, la patronne d'Engie, ou Nicolas Goldberg s'exprimer dans les médias, ils insultent les anciens dirigeants de la filière énergétique, ils remettent en cause la parole de vérité de ces personnes, voire même jusqu'à la complotisation des propos. C'est absolument édifiant. Ces personnes trahissent, je le dis, ces personnes trahissent la France. Ces personnes trahissent la souveraineté énergétique de la France et leur action est extrêmement grave. Il s'en passe effectivement des choses dans l'ombre, dans les coulisses du pouvoir. Et ça, c'est mon rôle de le dévoiler. Au moins, voilà, vous mettez la lumière dessus, à défaut d'y mettre le feu. Alors, c'est intéressant parce que on a envoyé la totalité des magazines à tous les députés, tous les sénateurs, tous les préfets, tous les présidents de région, tous les présidents de département, pour les informer, parce que l'heure est grave et qu'il faut mettre un terme à cette politique énergétique désastreuse. Ils ont sans doute bien besoin de formation. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup Fabien Bouglet. Merci Renaud de Bourleuf. Mes chers téléspectateurs, très bonne journée à vous et à bientôt.